le printemps arabe nous a amené à cette situation qui a nourri ce que j'ai appelé, et d'autres avec moi, le Qatar bashing. Ça commence en 2011, dont l'apothéose est en juin 2017, l'embargo qui va être installé par un quartet, l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte, contre le Qatar. Et auquel ma présence ici ce soir et les Qatar Papers est directement reliée. On est exactement dans cette séquence. Qu'est-ce qui s'est passé dans le printemps arabe qui a affecté la relation des États avec la convoitise vis-à-vis de l'islam de France. Pour faire simple, on va dire, avant, tous les États se concurrençaient. Alors, je vais trop vite en besogne. À côté des États consulaires, il y a eu d'autres acteurs. Bien sûr, la Turquie, je ne l'ai pas mentionné, non, je l'ai mentionné comme État consulaire, mais bien sûr, il va y avoir... La Libye va essayer... Muammar al-Kadhafi va essayer de financer des lieux de culte, d'avoir des dividendes, mais il n'a pas le support humain. Donc il est dans une situation très fragile de communication avec les musulmans. Par contre, ceux qui vont faire une percée avec l'argent, mais avec des médiations un peu plus sophistiquées, ce sont les Saoudiens, bien sûr. Les Saoudiens avec toute une cascade d'institutions qui vont jusqu'à des bourses accordées aux étudiants pour les envoyer dans les universités islamiques, qui vont jusqu'à l'usage. C'est pour ça que c'est amusant de voir les Saoudiens casser les frères musulmans, parce que les Saoudiens ont accueilli les frères musulmans et les ont instrumentalisés dans leur appareil de communication avec l'islam du reste du monde. Donc on voit bien que essayer de nous faire accroire actuellement qu'il y a un différent islamologique entre les Émirats, l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est de la douce rigolade. Il n'y a absolument rien qui tient. Les Saoudiens ont fabriqué une catégorie de musulmans islamistes, entre guillemets, qui survit et qui est très importante à bien connaître, c'est les matralistes. Un islamiste saoudien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, sur le plan doctrinal, a le droit de faire à peu près tout ce qu'il veut. Et il n'est pas question qu'il y ait des dynamiques de modernisation ou d'ouverture ou quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent, à une condition, touche pas au pouvoir du souverain. D'accord? Et cette formule politique que les Saoudiens ont exportée, c'était ça leur agenda, de fabriquer des gens dont l'allégeance aux Saoudiens allait être doctrinale. C'est en Arabie Saoudite que l'application idéale de la norme islamique peut se faire, etc. Mais, évidemment, émasculé, si je puis dire, de toute ambition oppositionnelle. Et cette technique-là, elle continue jusqu'à aujourd'hui, et on va avoir l'occasion de le redire. Quelles sont les ressources humaines des Émiratis, ces modernisateurs de l'islam, ou de MBS? Ce sont les matralistes. Où ça? Au Yémen, mais également en Libye. Et cette formule, on la retrouve où? Dans la relation de Sisi avec Hizb al-Nour. C'est la même chose. On aime bien les salafis pourvu qu'ils se détachent de toute ambition oppositionnelle. Donc c'est important de voir qu'on démarre sur cette base-là. Alors, le printemps arabe va déclencher une dynamique de remise en cause de la légitimité des régimes autoritaires dans toute la région. Je ne vais pas vous réciter toutes les situations, je vais juste vous dire comment l'Arabie Saoudite a réagi. Parce que c'est pas simple. C'est pas simple. On peut s'y perdre. Ah ouais, mais l'Arabie Saoudite, elle était révolutionnaire en Syrie. Et au Yémen, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout l'inverse et son contraire. Ah oui, mais Sisi, elle l'a soutenu. Ah oui, donc il nous faut un critère pour comprendre. En fait, c'est relativement simple. L'Arabie Saoudite et les Émirats ont toujours été contre toute dynamique d'ouverture démocratique. Claire. Donc, ils ont tout fait pour saboter Nahda en Tunisie. Donc, ils ont tout fait, et ils y sont parvenus, pour mettre fin à l'expérience démocratique en Égypte. D'accord? Sauf si la dynamique révolutionnaire affecte le rapport de force avec l'Iran dans la région. Et là, ils changent de casquette. Là, ils sont prêts à soutenir les révolutionnaires si ces révolutionnaires affaiblissent la superficie politique de l'Iran dans la région. C'est très simple. Donc, bien sûr, ils vont d'autant plus naturellement
soutenir le régime bahreïni, que le régime bahreïni est menacé par une minorité chiite, mais ils vont un certain temps au moins, parce que maintenant, sachez bien que les Émiratis sont les premiers qui ont réouvert leur ambassade à Damas. Les Émiratis sont maintenant avec Bachar el-Assad. Ne nous y trompons plus. Mais dans un premier temps, les Syriens, les Saoudiens vont apparaître au moins comme soutenant la révolution syrienne contre Bachar. Pourquoi? Parce que Bachar a une identité d'allié à l'Iran. Au Yémen, c'est très curieux. Ils vont faire les deux successivement. Moi, j'ai vécu très longtemps au Yémen. C'est ça qui est terrible. C'est que maintenant, au bout du téléphone, vous avez les amis au Yémen. Et je me souviens qu'au tout début de la révolte des Houthis qui montait vers Sanaa, des amis me disaient « Ce sont les Saoudiens qui les soutiennent, ce sont les Saoudiens qui les soutiennent. » Les Saoudiens ont laissé faire les Houthis au moment où ils ont commencé leur processus contre-révolutionnaire d'aller prendre le pouvoir à Sanaa par les armes. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient bénéficié de la révolution, de la chute d'Ali Abdallah Saleh, c'était un parti qui s'appelle Hizb al-Islah et qui est proche des frères musulmans. Donc ils étaient bien contents que même si c'était des chiites, on s'en fiche, on était bien content que le parti frères musulmans ne soit pas en situation d'affermir son pouvoir dans le pays de la frontière sud. Pourquoi? Parce que quand on est saoudien, je pense que ça, vous le savez, on ne rêve pas le matin en se réveillant de comment vais-je pouvoir exporter mon wahhabisme. Non, la question existentielle que se posent les princes saoudiens le matin au réveil, c'est comment vais-je pouvoir faire pour être encore au pouvoir ce soir, hein? Et ils sont prêts pour ce faire à faire n'importe quelle concession idéologique. Dans l'histoire de la relation entre l'Arabie saoudite et le Yémen, c'est très amusant de voir que les Saoudiens ont été les alliés des Houthis pendant la guerre révolutionnaire des années 60. C'est eux qui soutenaient les royalistes. Or, les royalistes étaient, selon leur identité du moment, et ils étaient chiites, hein, ils étaient zaïdites. D'accord? Pendant la petite parenthèse qui a failli mettre fin à la réunification du Yémen, la petite guerre qui a eu lieu en 1994, les Saoudiens ont soutenu les communistes du Sud. Donc vous voyez bien, la variable idéologique ne joue pas, c'est toujours extrêmement pragmatique. Donc les Saoudiens, pendant le printemps arabe, ils avaient un vrai ennemi, les gens susceptibles de mettre en danger leur trône. Ce pouvaient être des révolutionnaires dans le monde sunnite, ou ce pouvait être n'importe quoi dans le monde chiite qui risquait de renforcer la superficie de l'Iran. Vous voyez que c'est relativement clair. Dans ce contexte-là, il y a l'émergence du vilain petit Qatar. Vilain petit Qatar, c'est le titre d'un des innombrables pamphlets. Malbruno en a fait 3 de suite, mais Nicolas Beau en avait fait un autre. Le vilain petit Qatar, c'est un État dont la définition vient là, dans les phrases qui viennent, pour des raisons complexes, tenant notamment au fait qu'il n'y avait pas de fracture oppositionnelle au Qatar en 2011. Il ne se sentait pas menacé par une mobilisation populaire oppositionnelle. Et donc, ils ont choisi d'être plutôt dans le camp des révolutionnaires. Ils ont choisi d'autant plus naturellement qu'il se trouve, moi je ne veux pas que les frères musulmans arrivent trop vite, qu'il se trouve que le courant politique le plus susceptible de mobiliser des majorités oppositionnelles dans toute cette région, c'est ce courant qu'on réduit quand on dit frères musulmans, parce que tout bon français se sauve en courant quand on dit frères musulmans. Non, il se trouve que le curseur de la mobilisation politique dans toute cette région du monde, pour des raisons complexes, on pourrait y revenir, il est en gros maintenant sur le courant qu'on va appeler de la Wasatiyya, mais il est en gros dans la mouvance des frères musulmans. Le Qatar n'a pas apporté un soutien de type idéologique. Il n'a pas fait des calculs islamologiques, c'est plutôt si ça. Non, il a soutenu la mobilisation populaire.
il a soutenu la révolte populaire. Et si on met les choses à l'envers, on va dire qu'il a soutenu les frères musulmans. Non, il a soutenu les mouvements d'émancipation parce qu'il estimait qu'il ne se sentait pas menacé par ces mouvements. Alors que d'autres, évidemment l'Arabie Saoudite, qui a toujours eu peur de la démographie des autres pays et évidemment de celle du Yémen, mais aussi les Émirats. Alors les Émirats, il y a un petit épiphénomène. Je l'ai revécu récemment en direct en m'entretenant avec un des conseillers de l'émir, pas aux Émirats, je n'y vais plus, mais dans un pays lointain. Les Émiratis, dès le début de l'expérience égyptienne, ont commencé à savonner la planche à Morsi. Ça a créé des tensions. Et à un moment, les frères musulmans égyptiens, Khayrat el-Shater, pour ne pas le citer, a dit aux Émiratis, attention, si vous continuez comme ça, vous risquez d'être les prochains sur la liste. Je me souviens en 2011 également, aux Émirats, dans un séminaire sur l'islam politique, où très curieusement, il y avait évidemment personne de Tunisie, non plus personne d'Iran, bien sûr. Un intervenant avait cité le crime de Rached Ghannouchi. Rached Ghannouchi a dit un jour, a répondu à une question qui lui était posée, et alors ces régimes pétroliers du Golfe. Et Rached Ghannouchi avait dit, ils tomberont un jour inéluctablement comme autant de fruits mûrs. Les Émiratis, évidemment, ça leur est resté en travers de la gorge. Donc, le petit pays, le vilain petit Qatar, qui fait ce choix, le vilain petit Qatar, il avait déjà énervé les grands voisins. Il y a une tension avec l'Arabie Saoudite qui s'est jouée sur deux terrains, le terrain de la communication et le coup magistral du Qatar, c'est bien sûr Al Jazeera, qui les a propulsés au premier rang de la capacité de communication avec le monde musulman. Et puis c'est aussi la rivalité sur le terrain religieux avec leur super prêcheur, leur super prédicateur Qardawi. Donc il y avait une tension. Et dans ce contexte-là, le vilain petit Qatar se permet de faire l'affront suprême, de ne pas se ranger au logiciel saoudien et émirati. Et nous avons donc cette fracture qui va nourrir le Qatar bashing et qui va monter en puissance. Les relations existent quand même. Le Qatar va être associé en mars 2015 à la campagne que lance l'Arabie Saoudite au Yémen. Le Qatar en fait partie. Mais en 2017, fracture et le Qatar quitte la coalition et le Qatar est sous embargo maritime, aérien, terrestre, d'une grande violence. Le Qatar ne va survivre que parce que les pauvres Saoudiens qui rêvaient de mobiliser un front sunnite contre l'Iran subissent un revers humiliant. Qui va sauver le Qatar? C'est l'Iran qui va faire un gros œil et la Turquie qui va même envoyer quelques éléments armés pour dire attention. Parce que les Qataris avaient vraiment peur que des blindés arrivent. Vous connaissez la géographie, c'est facile. On arrive d'Arabie Saoudite avec quelques dizaines de blindés, on entoure le palais de l'émir. Ils avaient déjà un émir de substitution. Ils avaient déjà un émir qatari de substitution. Et donc on a eu peur à un moment qu'il y ait un coup de force contre le Qatar. Le coup de force n'a pas eu lieu et nous sommes entrés dans cette situation. Alors cette situation, elle s'est exacerbée avec les moyens mis par les Émiratis pour affirmer leur option. Alors leur option émirati, malheureusement tout est complexe. Quand on dit mais les Émiratis, ils viennent regarder au Yémen, ils sont pour la révolution, puisqu'ils veulent en quelque sorte restaurer ceux qui sont arrivés au pouvoir après la chute d'Ali Abdallah Saleh. Par contre, dès que vous regardez d'un petit peu plus près, dès que vous voyez que les Émiratis ont occupé Socotra, militairement, contre l'avis du gouvernement yéménite, qui a poussé des grands cris, contre l'avis de ce gouvernement yéménite qu'ils sont censés remettre au pouvoir. Donc on voit très très bien que les Émiratis se sont complètement abstraits d'une simple mission de rétablissement de l'état de droit et de rétablissement du régime, et on va le voir de nombreuses manières. Ce que j'aime à souligner, c'est leur usage des milices madralistes, c'est-à-dire il n'existe pas dans le tissu humain de cette région ce dont rêvent les observateurs français, c'est-à-dire des milices laïques ou des gens qui seraient anti-musulmans. Non, il n'y a que dans le tissu de l'islam politique qu'on peut recruter des troupes. Donc les Émiratis recrutent des milices salafis extrêmement radicales sur le plan doctrinal, mais les Émiratis, depuis 2010, vous le savez, j'aime bien employer l'expression, ça rappelle qu'il n'y a pas
que les Émiratis qui font des bêtises, les Français aussi, ils ont une légion étrangère. C'est-à-dire qu'ils recrutent des mercenaires avant même le printemps arabe. Les Émiratis avaient lancé une milice, une légion étrangère, composée notamment, dirigée par des officiers australiens, et recrutés dans le monde d'Amérique latine notamment, par l'intermédiaire de la société américaine Blackwater, ceux qui ont initié le processus de privatisation des armées dans le contexte de l'Irak. Eh bien, les Émiratis au Yémen, ils font assassiner, écoutez bien, les dirigeants du parti Islah, qui est en théorie leur allié dans la lutte contre les Houthis. Ils luttent ensemble. Mais non, ils ont beaucoup plus peur de l'ennemi modéré sunnite qu'ils n'ont peur de l'ennemi extérieur chiite. D'accord ? Donc, les moyens qu'ont utilisés les Émiratis depuis cet épisode-là sont guerriers directement, on pourrait y revenir, mais bon, en Libye et au Yémen. Mais où je veux en venir, c'est que la dynamique amorcée par les Émiratis et les Saoudiens a été regardée d'un très 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 bon œil par les acteurs occidentaux.